Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on dévie pas mal d'Egopinion, ça c'est le moins qu'on puisse dire. J'y pensais ces derniers temps et en même temps on m'a donné quelques conseils extérieurs, la personne se reconnaîtra. J'en suis venu à la conclusion qu'il fallait quand même que je diversifie un peu le contenu, quitte à faire des trucs qui sortent complètement de ce que je fais d'habitude, et juste me contenter des fois de parler de choses qui me plaisent. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous rassure, ceux qui sont là pour Egopinion, ça sort bientôt, hein, c'est en cours de montage. Le montage est fait à 2%, mais ça sortira un jour ou l'autre, vous inquiétez pas. Non, aujourd'hui une vidéo un peu plus chill, que j'ai pas forcément pris le temps d'écrire, j'ai juste pris quelques notes pour vraiment parler de ce que j'avais envie de parler et ne pas oublier trop de détails, pardon. J'avoue qu'au montage, je vais pas trop me casser le cul pour aujourd'hui, hein, peut-être mettre 2-3 images, après je sais pas trop comment est l'UCI vis-à-vis de ça, en tout cas je sais que WWE... Ils sont pas fun, hein, le short sur AJ Styles Roman Reigns, je vous ai vu. Donc oui, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du Tour de France. Au moment où je tourne cette vidéo, c'était, là on est mercredi 26, donc ça s'est terminé il y a dimanche dernier en fait. C'est dur, moi j'ai du mal à encaisser, hein. Moi qu'est-ce que je fais de mon après-midi maintenant? Je fais plus rien. Les OG de la chaîne se rappelleront certainement de la vidéo que j'avais sortie en 2017, le petit podcast sur le Tour de France justement. C'était rude, je pourrais vous le ressortir maintenant, mais est-ce que j'ai envie? Vraiment pas du tout. De toute façon il est en privé, hein. Mettez, s'il y a 2000 likes sur cette vidéo, un jour je la remets en ligne, voilà. Donc je disais, vidéo pas trop écrite, là le Tour de France c'est fini il y a pas longtemps. Bon après je vous préviens tout de suite, je suis pas un grand spécialiste de cyclisme, hein. Moi, je suis un énorme cyclix, hein. Allez Alain Philippe, tout ça tu vois. J'ai quelques connaissances mais pour dire qui a gagné l'Amstel Gold Race en 1991, c'est compliqué. Bon là je peux dire que c'est Franz Mason parce que j'ai Wikipédia sous les yeux, hein, forcément. Mais autrement je l'aurais pas trouvé tu vois. Dans le cyclisme c'est un sport que j'ai commencé à suivre avec le Tour de France en 2015, grâce à mon père parce que c'est un grand fan de vélo et de cyclisme, il a pratiqué quand il était jeune tout ça. Et du coup avec mon frère on s'est retrouvé à baigner là-dedans. Et on a commencé à suivre de plus ou moins loin le cyclisme. Et du coup, c'est un sport que je suis de temps en temps, plus particulièrement à la période du Tour de France et l'après-Tour de France, championnat du monde, Vuelta. Et après, ça repart et je change d'horizon. Mais chaque année, le Tour de France, j'ai toujours très hâte de retrouver la course. Et là, je me suis dit cette année, putain, c'est une occasion de faire une vidéo sur ce Tour de France-là, le Tour de France 2023 que le grand Jonas Vingegaard a remporté. Vingegaard, Vingard, dites comme vous voulez, je crois que là, je sais pas, on va regarder Google Translate, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, parce que tout le monde, il va de sa petite prononciation, mais la vraie de vraie, il me semble que c'est Vingegaard. Moi j'ai toujours dit Vingard parce que ça sonnait bien. Tiens d'ailleurs, on peut écouter en français, hein, c'est bien drôle. Vingegaard. Ouais, bon, heureusement personne ne dit comme ça. Vingegaard. Vingegaard. C'est une chinoise là. Bon, dites Vingegaard. Oui, donc Jonas Vingegaard a remporté ce Tour de France. Qu'est-ce qui s'y est passé pendant ces 3 semaines? Eh ben, on va faire un petit récap de tout ça avec mon ressenti plus ou moins. Je préviens tout de suite, hein, ceux qui sont pas forcément fans de cyclisme, vous allez peut-être pas vous plaire dans cette vidéo. C'est pas mon problème. Moi, je suis là pour parler un petit peu de mon ressenti en tant que cycliste et de comment j'ai vécu ce Tour de France. Au départ, on est à Bilbao. Alors, on va pas rentrer dans le débat de c'est plus le Tour de France, on part de n'importe où, on part des États-Unis, on part de Bilbao. L'année prochaine, on part de Florence. Dans 2 ans, on va partir de Moscou. On nous annonce un immense duel entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar, déjà 2 fois vainqueur de la grande boucle et vainqueur de tout. Cette année, il a tout gagné. Et de l'autre côté, on a Jonas Vingegaard, vainqueur sortant du Tour de France et vainqueur de Paris. Non, c'est le Dauphiné qui a gagné. Oh non, vainqueur du Dauphiné, pardon. Donc on s'attend à un immense duel entre les deux et on n'a pas été déçus. Jusqu'à un certain point, ça on va y revenir aussi. Mais il y a un autre truc un peu moins fun pour ce Tour de France, c'est que, eh bien, il y a beaucoup de gens pour qui c'est le dernier tour en fait. C'est le dernier tour de Thibaut Pinot, de Peter Sagan, de Tony Galopin et de Mark Cavendish. Mon Cavendish, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait signer un an de contrat chez Astana. En tout cas, voilà, c'est une génération qui s'en va progressivement et c'est un peu, ça fait bizarre, hein, parce que moi, quand je suis arrivé, ils étaient plus ou moins tous à leur prime. Ça fait bizarre. Donc voilà, départ à Bilbao et pour une fois, on a une étape vallonnée pour la première étape. C'est assez rare, généralement on a des étapes plates ou des contre-la-montre à la limite, ça permet à des gens qui ne gagneront jamais le Tour de France de porter éventuellement le maillot jaune ou de briller en tout cas. Mais là cette année on a décidé, tiens, bagarre maintenant, on a un duel Vingegaard-Pogačar. Dès le premier jour, on met les gens dedans. Tu m'étonnes que France Télévisions ils ont pété les records d'audience dès le premier jour. Alors là, de tête, parce que ça fait quand même déjà 3 semaines, putain, c'est passé tellement vite. Alors, je me rappelle surtout de Carapaz et Enric Mas qui sont tombés ensemble. Enric Mas qui a dû abandonner et Carapaz qui avait pas pris le départ le lendemain. J'étais un peu déçu parce que, notamment Carapaz, c'est un coureur que j'aime bien. C'est terrible de dire que ces mecs, ils ont centré leur préparation sur le Tour de France. Ils étaient là pour jouer le classement général. Enric Mas, c'était un candidat peut-être pour le podium, le top 5. Alors après, j'avoue que j'ai pas trop suivi ces derniers mois le cyclisme, donc je savais pas trop où il en était, Enric Mas. Et là, tu te dis, le mec, il a tout préparé, puis pour abandonner dès le premier jour. C'est assez frustrant quand même. Et donc, on a eu la dernière ascension. Alors, je me rappelle plus du tout du nom de l'ascension. Il me semble que c'est Pogačar qui attaque à un moment. Je me rappelle plus comment ça s'est passé. Je me rappelle juste de Victor Lafay qui avait
tenu tête un petit peu à Pogacar et Vingegaard. Le mec, honnêtement, hein, je suis un cycliste encore une fois, j'avais jamais entendu parler de lui avant cette étape. Bah écoute, tant mieux, hein. Mais du coup, c'est Pogacar qui prend les bonifs au sommet. Il y avait des bonifs au sommet. Je sais plus, putain, s'il y avait des bonifs. Enfin bref, je crois que du coup, à la fin de la montée, c'est là que les frères Yates, Simon et Adam, s'échappent. Et ils finissent ensemble, les deux frères jumeaux qui finissent et qui s'affrontent au sprint pour le premier maillot jaune. Adam Yates remporte le premier sprint, voilà, c'était cool. Alors je crois que David Gaudu et Thibaut Pinot étaient dans le bon groupe. À l'arrivée, mais c'est Romain Bardet et même Julien Alaphilippe, j'y croyais, moi je militais, j'étais dans le train, Julien Alaphilippe premier maillot jaune comme en 2021, mais non, c'est le maillot de champion du monde, il y a plus le maillot de champion du monde, qu'est-ce que tu veux quoi. Mais bon voilà, première étape du tour qui était plutôt sympa, et la deuxième étape nous a réservé son lot de surprises aussi. Alors encore une fois, je vais passer rapidement, je me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé sur toute l'étape et j'ai vraiment la flemme de me retaper des replays. Alors là, je pense que c'est là qu'on a tous été surpris. Du coup, on a bon, il s'est pas passé grand chose, il y a eu quelques tentatives d'attaque dans la dernière ascension, je crois. Mais finalement, c'est un peloton groupé, je crois qu'il y avait une trentaine de coureurs, un truc comme ça, même pas, qui arrive au sprint à San Sebastian. Et au kilomètre, Victor Lafay, qui avait fait une belle impression déjà dans l'étape de la veille, il avait dit qu'il était frustré d'ailleurs. Le mec avait tenu tête aux 2 meilleurs coureurs du monde et il était frustré. Mais là du coup le mec il attaque au kilomètre, il va la voler à des mecs comme Wout van Aert, Tadej Pogacar, c'est magique. Et ce qui est encore plus magique, c'est la réaction de Wout van Aert au moment où Victor Lafay passe la ligne. D'ailleurs, Wout van Aert, il a pas vraiment eu les bonnes grâces du peloton cette année. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, déjà, Victor Lafay qui lui grille la politesse à Saint-Sébastien. Les sprints de masse, bon, il y avait un dictateur en place, mais lui, on va en reparler. Il y a eu Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'était un autre Wout qui l'a niqué. Et le contre-la-montre, mais ça, on va en reparler parce qu'il a beaucoup fait parler ce contre-la-montre. Non, Wout van Aert, c'était pas trop ça cette année malheureusement. Pourtant, il s'est donné, les échappées, il a attaqué, il a fait des sprints et tout. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, Victor Lafay, première et dernière victoire française de ce Tour de France. On a vibré, c'était très très cool. Et en plus, première victoire pour la Cofidis depuis plus de 15 ans, je crois. C'était assez énorme. En plus, Cofidis qui avait pas gagné depuis des années, ils ont gagné 2 étapes sur ce Tour. Avec du coup Victor Lafay et Yonis Aguirre, c'était sympa. Voilà, le feel good moment. Bon, l'étape 3, on va pas rester très longtemps, c'est juste pour introduire un des protagonistes de ce Tour de France, peut-être même antagoniste au vu de sa domination. Jasper Philipsen. En gros, sur les étapes plates et les sprints, il y avait que lui en fait. Il y avait vraiment que lui la troisième étape. Alors la troisième étape, c'est je sais plus où est-ce que ça arrive, mais bon, c'est le sprint, il gagne, il n'y a pas de problème. Il y avait l'arrivée à Nogaro aussi sur le circuit automobile. Bon, l'étape était vraiment boring, et c'est juste la fin qui s'est décantée avec, je sais pas, il y avait eu 18 chutes dans le dernier kilomètre, c'était assez incroyable. Il y a eu des abandons, je crois, Luis Leon Sanchez, le mec a 72 ans, il est tombé, forcément la clavicule est lâche. Hein. Non, du coup, Philipsen sur les sprints de masse, il y en a eu combien de sprints de masse au total? Il y en a eu 6 arrivées au sprint en tout cas. Bon, d'autres qui étaient prévus, mais 6 arrivées au sprint, il en a gagné 4. Bon, mon frérot, calme-toi. Donc du coup, voilà, on a eu l'étape 3 et l'étape 4, Jasper Philipsen, hein, vraiment, lui, c'était la dictature, vraiment. Bon, on va parler de l'étape 5, qui était la première étape de montagne, moyenne montagne, plus ou moins, de ce Tour de France, et il s'est passé des choses. Arrivé à la Reims, et déjà, premier truc assez étonnant, on laisse partir Jay Hindley. Donc pour ceux qui connaissent pas, Jay Hindley c'est vainqueur du Tour d'Italie l'an dernier. Que Romain Bardet aurait dû le gagner. Et c'est un gars qui est bon quoi. Et c'est un des sérieux candidats pour le podium à l'arrivée finale. Bon, l'histoire nous démontrera le contraire malheureusement. Mais du coup on laisse partir Jay Hindley en échappée. Voilà, on se dit chill, c'est bon, le mec est pas dangereux. Bon, finalement tu vas te dire avec le recul, oh, c'était pas si grave. Mais quand même, donc Jay Hindley il part pour une chevauchée incroyable. Il va remporter l'étape. Voilà, maillot jaune pour Jay Hindley, victoire d'étape. J'étais très content parce que malgré tout c'est un coureur que j'aime bien, même s'il a volé un Tour d'Italie à Romain Bardet. Putain, ce Tour d'Italie là je le suivais même pas de manière assidue, mais juste de savoir que Romain Bardet a dû abandonner pour la chiasse alors qu'il était vraiment le plus fort. Bon du coup Jay Hindley il a gagné, d'accord. Et au col de Marie-Blanque, donc la dernière ascension avant l'arrivée à la Reims, on a eu peur que le Tour de France soit déjà joué en fait. Vingegaard attaque. Et Pogacar ne suit pas. Vraiment, il est dans la route. C'était Sepkus, hein, il me semble. Il reste dans la route Sepkus, il peut pas suivre. Et on se dit, merde. C'est déjà. Bon, c'est vrai que Pogacar était blessé. Il s'était blessé. C'était à Liège-Bastogne-Liège qu'il était tombé, je crois. Tour des Flandres. Oui, non, c'est Liège-Bastogne-Liège parce qu'il a gagné le Tour des Flandres. Donc on s'est dit, peut-être c'est un manque de préparation, mais en tout cas, il perd plus d'une minute sur Jonas Vingegaard. Et à ce moment-là, on se dit, ah merde, ouais, le duel. C'est fun, on a bien fait d'être là.
Donc ouais, l'étape 5 à la Reims, il y a eu son beau lot de surprises. C'était une première étape de montagne plutôt intéressante. Mais on enchaîne tout de suite avec l'étape 6, une première étape de montagne avec le Tourmalet notamment. Un peu une redite de l'arrivée à Cauterets en 2015. Et bien cette fois-ci, on arrive au plateau de Cambasque, donc un peu plus loin que Cauterets. Une grosse étape de montagne et on a eu la première véritable explication entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Donc dans le Tourmalet, c'est les Jumbo je crois qui commencent à rouler fort. On se dit Pogačar il est seul contre tous, comment il va faire? Jay Hindley il explose déjà, il avait déjà livré beaucoup d'efforts. Et en même temps, va-t-on suivre des gens comme ça? Donc du coup, on se retrouve avec une configuration où, dans la montée vers le plateau de Cambasque, au bout d'un moment, il n'y a que Wout van Aert, Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Et du coup, on a le duel à la fin entre Pogačar et Vingegaard. On a Vingegaard qui attaque une première fois et Pogačar est toujours là. Et à un moment, Pogačar, je sais plus, c'était à genre 3-4 km de l'arrivée, il place une accélération, mon pote, il est le regard déterminé, vraiment rivé vers l'arrivée. Et il a mis un bon 20 secondes à Vingegaard et victoire de Pogačar. C'était vraiment très sympa comme duel à la fin. Et du coup, on était rassurés un peu parce que quand tu voyais la veille à la Reims, Pogačar il était rincé du coup. Donc victoire de Pogačar au plateau de Cambasque, sa 10e. Le mec a 24 ans, il a déjà plus de victoires que Bardet et Pinot confondus sur le Tour de France. Bon du coup on va enchaîner un petit peu, on va revenir sur quelle étape l'étape 8 j'ai noté, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait à l'étape 7. Ça devait être une arrivée au sprint. Oui c'est l'arrivée au sprint où on a cru que Cavendish allait gagner je crois, mais bon il a pas gagné. Et le lendemain, c'était d'autant plus triste. L'étape 8, rien d'incroyable. L'étape 8, c'est juste abandon de Mark Cavendish déjà. Assez triste, hein, on pensait qu'il irait chercher le record de victoire d'étape sur le Tour. Ça ne s'est pas fait, malheureusement. L'image qu'on a de lui dans l'ambulance, ça fait un peu mal au cœur. Mais quoi qu'il en soit, on remercie très très fort Mats Pedersen qui a été le seul à battre... Non, le seul, non. Non, on reparlera après de Jordi Meus. Oui, Mats Pedersen, bon, c'était une arrivée légèrement pente, donc ça lui convenait un peu mieux, mais franchement, merci Mats Pedersen, quoi, qui a battu Jasper Philipsen au sprint à Limoges. C'était cool. Moi, franchement, j'étais très content à ce moment-là. Donc déjà, c'était cool. Jasper Philipsen ne sera pas complètement assis sur la concurrence, voilà. C'est une place à Mats Pedersen sur ses genoux. Enfin voilà, l'étape 8, victoire de Mats Pedersen, mais c'est surtout l'étape 9, une des étapes les plus attendues de ce Tour de France. L'arrivée au Puy de Dôme pour la première fois depuis 1988. Je vais regarder du coup. Hein. Bon, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas monté et c'était la première fois depuis un bon moment. La condition pour qu'on puisse monter au Puy de Dôme, c'était de pas avoir de public. Donc c'était une étape extrêmement attendue et quand je voyais les images, j'avais vu le Romain Bardet reconnaître l'ascension, c'était... Waouh, c'était vraiment stylé avec les rails du funiculaire à côté. Et avec une route en serpent comme ça où tu vois jamais la fin. Ça avait l'air vraiment sympa. Pour ceux qui voient pas, c'est vraiment une ascension de 13-14 km je crois. Et c'est vraiment les 4 derniers kilomètres qui sont ultra vénères à 12% de moyenne. Donc c'était une étape extrêmement attendue, notamment pour le duel Pogačar-Vingegaard. Et j'avoue que j'ai été pas mal déçu de cette étape. Bon, les échappés, alors je sais pas si c'est le fait qu'il y avait personne. Du coup ça crée une atmosphère assez particulière. En tout cas, pensez à Matteo Jorgensen hein, qui a cru à la victoire pendant un bon moment pour que finalement Michael Woods le rattrape et remporte l'étape. Mais ouais, l'étape était un peu décevante en fait parce que le duel Pogačar-Vingegaard, il me semble qu'ils ont attendu les 2 derniers kilomètres pour s'attaquer. Moi, je m'attendais à une bagarre un peu plus tôt. Après, ils ont peut-être raison parce que l'ascension est difficile. Et puis, bon, Pogačar a dû reprendre combien de temps 5-6 secondes, un truc comme ça, je me rappelle plus vraiment. En tout cas, l'arrivée était très très belle. Le cadre était très joli et ce qui était marrant aussi c'est de voir Romain Bardet poster une photo de son fils monter l'ascension, ça c'était mignon, voilà. Avec le fameux commentaire du gars qui dit wesh il monte plus vite que Godu. Bah, ce qui est drôle c'est que Bardet est arrivé après David Godu du coup. Enfin voilà, le Puy de Dôme c'était sympa, mais légèrement décevant quand même, hein, je dois l'admettre. Bon allez, on va revenir à des choses un peu plus intéressantes, on va revenir à l'étape 13. Bon entre temps il y a eu victoire de Peyo Bilbao, l'étape 10, il y a dû y avoir Ion Izagirre, et il y avait qui entre temps? Bon c'était encore Philipsen, c'est encore ce fou non? L'étape 13, le Grand Colombier, une des étapes les plus attendues de ce Tour de France là aussi. Bah du coup victoire de Michel Kwiatkowski, j'étais content, c'est un coureur que j'aime bien, qui a été champion du monde, tout ça. J'étais content, une très belle victoire d'étape. Je repense aux images qu'on voyait en hélicoptère sur l'étape, c'était magnifique, la route là en serpentard comme ça. C'était waouh, c'était vraiment joli. Et j'avoue que c'est une autre étape où j'ai été un peu déçu déjà parce que je vois Romain Bardet lâcher, hein, c'était dur. Au cas où vous avez pas compris, Romain Bardet c'est un de mes coureurs préférés. Du coup j'étais un peu triste de le voir lâcher comme ça. Et bah, j'étais déçu aussi qu'il n'y ait pas d'attaque plus tôt. Pogačar il a attaqué quand dans les 800 derniers mètres, un truc comme ça, pour reprendre 10 secondes, 5 secondes, 3 secondes, je sais plus. Mais il a pas repris beaucoup de temps, il a repris progressivement. On a bien vu ce qui s'est passé après malheureusement. Mais moi le Grand Colombier, beaucoup d'attentes pour encore une fois
pas grand chose. Après, on va pas demander non plus à tous les coureurs de s'attaquer tous les kilomètres, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais ouais, j'aurais aimé un peu plus d'action pour une étape comme celle-ci. Bon, Morzine, l'arrivée à Morzine avec le col de Jouplan en guise de plat de résistance, de dessert, je sais pas, vu que c'est. Ouais, bref, le fromage. Enfin, bref. Alors, je pense que. J'avoue que sur cette étape, j'ai des sentiments partagés, hein, et on a vécu beaucoup d'émotions dans tous les sens du terme. Bon, déjà, l'étape qui commence par une grosse chute dans le peloton, la course doit être neutralisée, je sais plus depuis quand c'était pas arrivé, mais je me rappelle, Tour de France 2015, le mur de Huy, vous avez dû neutraliser l'étape à cause de la grosse chute. Du coup, il y a eu des abandons, Adrien Petit qui avait fini l'étape, pas mal mec, bien joué. Et du coup, voilà, la course reprend, tout va bien, et puis à un moment, tu vois, on voit le peloton, et là, un changement de caméra, on voit Romain Bardet à terre. Ah, pour la remise en contexte, la veille, on avait appris que Romain Bardet il se traînait une bronchite. Mais en fait, Laurent Jalabert nous dit ah, Romain Bardet il a chuté. Donc la chute de Romain Bardet, plus la bronchite, et on le voit se relever sans le casque. On comprend qu'il va abandonner. J'étais dévasté. Vraiment, bon, il faisait pas un tour exceptionnel, il avait du mal. Il était 12ème au général, je crois, quelque chose comme ça. Mais le fait qu'il n'y ait plus Romain Bardet, moi, tu vois, ça m'a. J'ai déjà perdu un peu d'intérêt sur le Tour de France, même si, bon, on n'a pas abandonné complètement le truc non plus, tu vois. Mais l'abandon de Romain Bardet, c'était dur. Mais bon, l'étape a été quand même vachement intéressante derrière, faut le dire. Alors je crois que c'est dans le... C'était quoi? C'était le col de la Rama, juste avant le Jouplan. Je crois que ça roulait déjà fort, il y a Ciccone qui est repris. C'est peut-être sur cette étape d'ailleurs que Ciccone, il prend le maillot à poids. Non, il prend pas le maillot à poids. C'est Vingegaard qui prend le maillot à poids sur cette étape, c'est vrai. On s'attend encore au duel Pogacar-Vingegaard. Et dans le col de Jouplan, on n'est pas déçus, hein, les deux s'attaquent, ils partent tous les deux. Il y a un moment Pogacar qui prend une longueur d'avance. Et Vingegaard, il revient, hein, tranquillement, il pédale, il va à son rythme. Et à un moment, il revient sur Pogacar, et du coup, c'est là qu'on s'attend à la bataille pour les bonifications au sommet du col de Jouplan. Et il y a ce moment qui a beaucoup fait polémique, où Pogacar attaque, mais il est bloqué par des motos. Hein, voilà, les motos qui le bloquent et qui l'empêchent d'attaquer, du coup il se retrouve dans une situation délicate. Et c'est Vingegaard qui va prendre les bonifications au sommet après ce petit problème. Bon, est-ce que ça aurait changé le cours de l'histoire? Encore une fois, c'est facile à dire que non, ça aurait peut-être pas changé grand-chose, mais... Et du coup, les deux basculent en tête au sommet de Jouplan. Alors après, je crois qu'il y a une petite ascension, je sais plus comment il s'appelait le deuxième col, c'est très rapide, hein, qui est pas répertorié, mais il y avait beaucoup de monde d'ailleurs. Quelle ambiance il y avait au col de Jouplan. C'est d'ailleurs aussi ça qui a causé le problème de la moto. Mais enfin voilà, et du coup, ça se regarde beaucoup, et dans la descente, au début de la descente, il y a Carlos Rodriguez, et il y a qui d'autre qui rejoint? Après, c'est pas Adam Yates ou Simon Yates, un des deux. Bref, il y a Carlos Rodriguez qui rentre, et il va les distancer dans la descente et gagner l'étape. Bien joué mec. Et du coup ça se joue au sprint et je crois que c'est Pogacar du coup qui prend les bonifs à l'arrivée. Et finalement avec l'addition de toutes les bonifs, c'est Vingegaard qui reprend une seconde à Pogacar. Le duel reste très serré. Ça reste très serré. Pour combien de temps? L'étape 15, Saint-Gervais-Mont-Blanc. Alors là, j'avoue que c'est l'étape que j'ai dû le moins suivre de ce Tour de France. Pourtant, c'était une des celles que j'attendais le plus. Hein, parce que bon, voilà, le passé à Saint-Gervais-Mont-Blanc, on connaît. Mais bon, Romain Bardet était plus là. Donc une attaque à 30 km de l'arrivée, on n'aura pas. Alors du coup, oui, j'ai pas trop suivi. Je suis arrivé que dans les derniers kilomètres où je voyais que Wout Poels était tout seul. Wout van Aert était un temps derrière. Et que du coup, c'est Wout Poels qui a gagné l'étape. Et l'explication entre Pogacar et Vingegaard, c'est fini... voilà, comme disait Alexandre Pasteur, match nul. Voilà. Match nul, zéro écart, pas de bonification, rien du tout. Ils finissent ensemble côte à côte. Et on se donne rendez-vous contre la montre le mardi suivant. Et justement, le contre la montre. Alors, bizarrement, c'est là que j'ai le plus de notes. C'est assez étonnant. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce contre la montre. Donc 22 km entre Passy et Combloux, contre la montre pas non plus ultra long avec la côte de Domancy à la fin, donc légèrement vallonné, plutôt pour les rouleurs grimpeurs on va dire. Donc on le rappelle, un duel incroyable entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Les deux sont quasiment au même niveau, ils n'arrivent pas à se distancer. C'est toujours le même écart, 10 secondes au général. En attendant que grandement se contre la montre, est-ce que c'est le renouveau de Jonas Vingegaard en 3 semaines, en 3ème semaine, est-ce qu'il va tout niquer? Ou alors est-ce que Pogacar va enfin s'emparer du maillot jaune? On sait pas. Bon, je vais pas faire le puriste. Le matin, au matin de cette étape, je me suis dit, il y a moyen que Vingegaard y remporte le chrono, ou alors qu'il reprenne du temps en tout cas à Pogacar. Mais alors est-ce que je m'attendais à ce qui s'est passé? Absolument pas. Donc on a une performance surréaliste de Jonas Vingegaard, qui, alors la stat, je crois que c'était genre, il reprenait 7 secondes au kilomètre. Alors sur 22 km, c'est monumental, vraiment. Alors oui, il faut noter aussi que Pogacar avait fait un très bon chrono, parce que le mec met plus d'une minute à Wout van Aert. Wout van Aert, qui est certainement le top 3 des meilleurs rouleurs, meilleurs coureurs du monde. Le mec sait tout faire, il sait grimper, il sait sprinter, il sait rouler.
Donc oui, Tadej Pogacar relègue Wout van Aert à plus d'une minute. Déjà, c'est énorme. Déjà, c'est énorme. Ça rappelle un peu la planche des belles filles en 2020, mais du coup, il y a un autre mec qui a un gros problème. Je sais pas ce qu'il avait. Jonas Vingegaard, lui, a mis plus d'une minute 30, 1 minute 38, je crois, il avait mis à Tadej Pogacar, ce qui faisait donc presque 3 minutes à Wout van Aert. 3 minutes à Wout van Aert sur 22 km. Il faut le faire. Alors oui, on parlait des trajectoires, on parlait de tout ça, mais le mec était vraiment très 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 fort pour reprendre 7 secondes au kilomètre. C'était en plus de prendre des risques, le mec était surpuissant. Après, il va y avoir le débat du changement de vélo. Hein. Pogacar a peut-être perdu du temps là-dessus. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. 1 minute 15, ça pique quand même, hein, tu vois. Et donc, ça a beaucoup fait parler. Et j'avoue que moi, au départ, bah, j'avais pas forcément de problème, tu vois. Je regardais juste, je me suis dit, putain, il est vraiment très très fort, ce mec. Et en fait, bon, pour ceux qui vous êtes pas dupes, hein, le cyclisme a un passé très très sombre, hein, ne serait-ce que les histoires de Festina, Lance Armstrong, Marco Pantani, Alberto Contador ou Sky avec Bradley Wiggins et Christopher Froome récemment. C'est compliqué, le cyclisme a un passé très compliqué et du coup, bah forcément les gens se posent beaucoup de questions. Et moi, tu vois, j'avais pas forcément de problème avec ça. Et j'ai fait l'erreur, entre guillemets, d'aller sur Twitter pour regarder un peu les réactions. Et ça parlait de dopage. Dopage dans tous les sens, tout ça, tout ça. Et en gros, ça m'a un peu niqué mon truc. Ça a un peu niqué la magie du tour quand j'ai lu tout ça. Alors, je suis pas là pour défendre Jonas Vingegaard. Je reste ouvert à tout ce qui peut se passer. Comme je vous disais, c'est mon père qui m'a mis là-dedans, qui m'a mis dans le cyclisme et tout ça. Et l'une des premières, l'un de mes premiers souvenirs de cyclisme, de premiers souvenirs du Tour de France en 2015 notamment, c'était l'étape 10, la Pierre Saint-Martin où Chris Froome attaque et il y a les trucs des watts et tout, le mec est surhumain, tout ça. Et j'étais avec mon père, mon grand-père et ma grand-mère. Et forcément, eux, ils ont connu toutes ces histoires de dopage. Et forcément, t'as l'attaque de Froome, et ils arrêtent pas de dire, ah lui, il est dopé, regarde comment il roule, Quintana, il peut pas suivre, tout ça. Et ça a été ça longtemps avec ma famille, et ils le sont toujours. Et c'est normal en même temps d'être critique comme ça et de se poser des questions. Mais du coup, moi j'ai grandi là-dedans, et j'arrêtais pas de dire, quand je voyais un gars trop fort, ah lui il est dopé, lui il triche, tu vois. C'était toujours ça. Même pareil Pogacar, encore en 2021, le mec écrasait le tour, je disais putain frère, arrête. Arrête, laisse croquer les autres un peu. Et du coup, bah, c'est à partir de l'an dernier, en gros, ouais, c'était l'an dernier où il y a peut-être même après le Tour de France 2021, je vais arrêter de penser au dopage tout le temps, parce que sinon tu profites plus du sport. Juste, tu vois un mec gagner, tu dis ah bah c'est pas le coureur qui te plaît, donc du coup il est dopé. Et je trouvais ça un peu nul. Et du coup j'avais réussi à me sortir ça de la tête, le dopage, et je profitais juste du sport. Je regardais juste et je kiffais, tu vois. Et ce chrono a un peu changé tout ça. Et du coup, bah, au lieu de voir ce chrono comme une grande performance d'un grand sportif, bah, ça a changé mon point de vue et je me suis dit, bah oui, c'est peut-être un tricheur, ouais. Après, c'est peut-être juste quelqu'un qui est extrêmement fort. Après, ce qui fait parler forcément, c'est que Vingegaard, avant d'être pro, je crois vers 2019-2020, il était encore inconnu au bataillon. C'est que Tour de France 2021 où il s'est un peu révélé, puis en prenant le leadership après la chute de Roglic. Mais ouais, voilà, tu vois, moi j'avais pas forcément de problème avec tout ça. J'arrivais à me sortir de ça pour profiter du sport et profiter du Tour. Et forcément, ben, ça m'a niqué, ça m'a niqué un peu la magie du tour. Et en plus de ça, bah, le suspense a pris un sacré coup derrière la tête. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, bon, on en a fini pour ce contre-la-montre. Voilà, Vingegaard a peut-être déjà gagné le Tour de France à ce moment-là. Mais il reste l'étape reine de ce Tour de France le lendemain. L'une des ascensions les plus dures de France, si ce n'est la plus dure de France. Le col de la Lose, avec l'arrivée à l'altiport de Courchevel. J'attendais comme pas permis cette étape. C'était vraiment l'étape que j'attendais le plus. Et après le contre-la-montre, on pensait être au bout de nos surprises. Non. Donc on le rappelle, le col de la Lose, c'est un col qui a été emprunté pour la première fois sur le Tour de France en 2020. C'était Lopez qui avait gagné, Miguel Ángel Lopez. Et en gros, c'est un col, je crois, qui n'avait jamais été pratiqué sur le Tour de France, tout simplement parce que ils ont bitumé les chemins qu'à partir de 2019 pour rejoindre Courchevel à Méribel, inversement. Et en gros, c'est une ascension terrible. Cette année, c'était versant plus de 28 km, des pourcentages complètement dérisoires sur les 5-6 derniers kilomètres. Et donc, on attend cette étape, on se dit, on sait que c'est là que ça va jouer, on sait que, moi je me disais déjà dès le départ, c'est là qu'on saura qui va gagner le Tour de France. Parce qu'après, bah, t'as l'arrivée au Markstein, hein. Tout le respect pour le Markstein, mais bon, en guise de juge de paix du Tour de France, c'est un peu dommage.
Je me dis que si on avait inversé les deux, peut-être ça aurait été plus intéressant. Mais bref, je suis pas Christian Prudhomme. Voilà, j'ai fait tomber ma télécommande en plus. Le col de la Lose. Alors, j'ai pas suivi toute l'étape. Hein. Je suis arrivé que quand c'était au pied du col de la Lose. Je crois qu'il y avait encore Julien Alaphilippe dans l'échappée, Thibaut Pinot. Et en gros, bah, il y a un moment, je crois que c'est vers 6 km. Tadej Pogacar. Putain, je me rappelle complètement comment ça s'est passé en plus. Donc, j'étais avec mes amis, on était partis à la plage et on est rentré. Et du coup, j'ai allumé la télé, mais je suis parti prendre ma douche vite fait. Donc voilà, je vais prendre ma douche. Quand je redescends, je demande, hey, il s'est passé quoi? Ils s'en foutent du vélo, mais ils m'ont quand même tenu au courant, merci beaucoup. Et ils me disent, ouais, Pogacar, il est lâché, il a pris 20 secondes. Comment ça? C'est vrai? Donc Pogacar, Tadej Pogacar a complètement explosé dans le col de la Lose, à 7 km du sommet. Le mec était lâché, j'en revenais pas. Franchement, moi je pensais qu'on aurait une dernière bataille. Une dernière vraie bataille pour le maillot jaune encore. Pas du tout, Vingegaard il s'est envolé. Explosion de Pogacar, d'ailleurs on n'en a pas parlé encore, mais c'est le truc qui est la nouveauté de ce Tour de France, c'est qu'on avait accès à la radio, aux oreillettes de différentes équipes. Et quand tu vois dans l'oreillette Pogacar qui dit je suis mort, je lâche. Waouh. Waouh. Il y a 2 ans on l'insultait de gros dopé. Maintenant, on lui lustre le chip parce que le mec est en train de perdre. Et ça se trouve, l'année prochaine, là, quand il y aura Remco Evenepoel qui va écraser le Tour de France et que Vingegaard il prendra 6 minutes dans le Tourmalet, bah, faudra pas s'étonner, hein, on va être sympathique avec Vingegaard aussi. Mais ouais, c'était assez surprenant, il va prendre 6 minutes à l'arrivée. Waouh, moi vraiment j'aurais jamais pensé que Pogacar puisse prendre 6 minutes, même lâché, tu vois, j'aurais à la rigueur, je te dis 3-4, comme au Granon l'an dernier, tu vois, mais 6. Et le truc assez vénère, c'est que le mec finit avec Warren Barguil, quoi. Warren Barguil, c'est pas le Warren Barguil 2017, tu vois. J'adore Warren Barguil, hein. Mais Pogacar qui finit avec Barguil, c'était une image assez forte. Et même Marc Soler, il avait du mal. Pogacar, il avait du mal à suivre Marc Soler. C'était assez fort. Et puis quand tu vois à l'arrivée que Vingegaard a réussi à ôter le sourire à Tadej Pogacar. Ce mec est l'antagoniste suprême. Bon après, on parle de Pogacar et Vingegaard, mais il n'y a pas eu que sur cette étape. Attends, c'était une grosse étape de zinzin. Félix Gall, putain de Tour de France. Ben O'Connor, il était complètement absent chez AG2R. Du coup, Félix Gall a repris le leadership et victoire à l'altiport de Courchevel. Hands down, incroyable. Le mec finit 8ème ou 7ème au général, je sais plus. Une victoire de zinzin et même au Markstein, il a fait une belle perf. Je crois qu'il finit 2ème. Félix Gall, c'est grosse révélation sur ce Tour de France. Alors, il n'était pas inconnu avant, bien sûr, mais... franchement, très très grosse perf. Et il y a aussi David Gaudu. David Gaudu, il a fini à 2 minutes de Félix Gall. Ce qui veut dire je crois qu'il était du coup à 4-5 minutes d'avance sur Pogacar. Même David Gaudu. Waouh. En tout cas, c'était une étape incroyable. Voir Pogacar lâcher, forcément, ça fait mal. Hein, ça fait pas plaisir à tout le monde. Comme disait Laurent Jalabert, bah, forcément, le gars, il commence à perdre, il gagne en sympathie, tu vois, forcément. C'est ce que je disais avec Vingegaard. L'année prochaine, ça va être pareil. Là, la Vuelta, ça se trouve, là, il va... D'ailleurs, attends, petit aparté sur la Vuelta, vite fait. Là, ça me revient en tête. J'ai regardé le parcours de la Vuelta parce que maintenant qu'il n'y a plus de Tour de France, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai juste hâte qu'il y ait la Vuelta en fait. Du coup, il y aura Remco Evenepoel, Primož Roglič, Vingegaard, mais je regarde le parcours. Du coup, je vois des étapes et à un moment, je vois une étape arriver hors catégorie et tout ça. Et je regarde, je vois arriver au col du Tourmalet. Donc le Tour de France, il n'est pas arrivé au Tourmalet cette année, mais la Vuelta, ils vont le faire. Donc ouais, le Tour d'Espagne va arriver en France, au Tourmalet. Bah écoute. Mais du coup, voilà, le col de la Lose n'a pas déçu. Enfin, a déçu beaucoup les pogas sexuels, je pense, c'est sûr. Mais en tout cas, on a eu... c'était une très très belle étape. Mais remettez-le tous les ans maintenant. Il faut que ce soit comme un Ventoux, une planche des belles filles. Il faut que ce soit là tous les ans, le col de la Lose. Je suis désolé. Bon, ensuite, on a eu 2 étapes plates. Et finalement, elles étaient cool, ces étapes plates. Pourquoi? Parce que les échappés ont gagné 2 fois. Putain, le dictateur n'était pas là. C'était cool. Donc l'étape 18, Kasper Asgreen qui remporte un sprint d'échappée alors que l'échappée a pas eu plus d'1 minute 30 d'avance sur toute l'étape, je crois. Mais en tout cas, Kasper Asgreen, la première et seule victoire de Soudal Quick-Step. J'avoue que Julien Alaphilippe, il a été beaucoup dans les échappées, j'y ai cru. Hein, vraiment, quand tu le vois gagner sur le Dauphiné, tu te dis, putain, il peut bien en claquer une sur le Tour de France. Du coup, Kasper Asgreen qui a gagné, c'était cool. Le lendemain, on pense au doublé. Mais non, Matej Moric, Bahrain Victorious qui gagne. C'était une belle victoire, les émotions, le discours de Matej Moric à la fin pour toute son équipe, tout ça. C'était beau, c'était émouvant. Fini le blabla, fini les larmes. On retourne aux choses sérieuses. Et une des plus belles étapes encore de ce Tour de France pour moult raisons. L'arrivée au Markstein. Bon, le Markstein, pas vraiment l'ascension du Markstein, mais le Platzer Basel. Si voilà mine. Une étape extrêmement attendue puisque on est chez Thibaut Pinot qui dispute sa dernière étape de montagne sur le Tour de France. Forcément, les attentes sont énormes.
Et j'ai pas pu suivre toute l'étape en direct avec France Télévisions, tout ça. Et quand je vois qu'à un moment, c'était le petit ballon, je crois, ballon d'Alsace, je sais c'était quoi qui était avant le. Je vois que Thibaut Pinot, il est tout seul. Il sort tout seul de l'échappée. Et à ce moment-là, on y a tous cru. On a tous cru qu'il allait le faire. Et il y a ce moment incroyable que j'ai malheureusement pas vu en direct, mais j'ai vu les images après, où Thibaut Pinot passe dans le virage Pinot, un virage où il y avait tous les supporters de Thibaut Pinot. Ça se passe de commentaires, c'était magnifique, c'était un moment incroyable pour un coureur incroyable qui nous a fait vivre des choses incroyables. Et waouh, c'était quelque chose, hein. Bon, malheureusement, la belle histoire s'arrête dans le Platzer Vasel puisque tout le monde rentre, Pogacar et Vingegaard. Il y avait des moments où quand ils s'attaquaient et qu'ils s'arrêtaient de rouler, je me suis dit ils vont la laisser à Thibaut. Non, ils vont rien laisser à Thibaut. Félix Gall, il voulait vraiment pas lui. Félix Gall, il est arrivé, il a imposé son rythme, il voulait la victoire lui, hein. Il voulait la victoire clairement. Et du coup, il va emmener Pogacar et Vingegaard. Il y a les frères Yates qui vont rentrer pour le sprint. Du coup, ça va jouer en petit comité. Et c'est Pogacar qui va remporter le sprint au Markstein. On voit que le mec était frustré, hein. Quand il franchit la ligne et qu'il célèbre, tu vois qu'il était frustré. Il y a toute la frustration qui ressort. Il est soulagé. Il est soulagé. Et ça fait plaisir de le voir gagner quand même pour pas si mal finir ce tour. Parce que malgré tout, il fait un très très gros Tour de France. Tadej Pogacar encore. Et du coup, maintenant, on sait à ce niveau-là que Vingegaard ne peut plus perdre le Tour de France, hein. Le mec a plus de 7 minutes d'avance, à moins qu'un building lui tombe dessus à Paris. Bon, il risque pas de le perdre le Tour de France. Et donc le lendemain, l'arrivée à Paris, toujours plus ou moins attendu pour le sprint. Bon là, j'avoue qu'au départ de l'étape, je voulais juste voir le podium à la fin, parce que bon, on savait déjà qui allait gagner. Mais non, putain. Vous vous rappelez de Jordi Meus? Honnêtement, pareil, je le connaissais pas avant d'acheter le jeu Tour de France 2023. Le mec, inattendu complètement, gagne les Champs-Élysées. Tu le dis si on te dérange, mec, hein, y a pas de souci. Jordi Meus, le sprinter de l'équipe Bora-Hansgrohe, choisi à la place de Sam Bennett dans l'équipe allemande, gagne le sprint des Champs-Élysées. C'est certainement de très loin la plus belle victoire de sa carrière, devant Jasper Philipsen. Et quand tu regardes le replay, hein, c'est Philipsen, il se retrouve bloqué à un moment. S'il y a 100 mètres de plus, Jasper Philipsen gagne. Mais j'avoue que sur le moment, j'étais très très content. Pas de Jasper Philipsen. Merci, putain. Alors attention, hein, j'ai beaucoup de respect pour Jasper Philipsen, hein, je déteste pas ce mec. C'est juste que, bon, les sprinters qui monopolisent les tours, vas-y, c'est chiant à un moment. Vas-y, c'est chiant. Pour rappeler de Greipel en 2015, de toutes les années Cavendish aussi, je peux te dire ça. Cavendish en 2016, Kittel en 2017, il gagne 5 étapes, ce fou. Vas-y, c'est bon, les sprinters qui gagnent tout, calmez-vous, c'est bon, on en a assez. Et du coup, Jordi Meus nous évite une énième victoire de Jasper Philipsen. C'était cool. Et donc voilà, le Tour de France était officiellement terminé. Du coup, les récompenses finales, eh bien, le maillot jaune pour Jonas Vingegaard, bien entendu. Le maillot vert pour Jasper Philipsen, bien entendu. Brian Cocard qui finit deuxième, hein, il a pris des échappées pour les sprints intermédiaires, mais bon, forcément, si t'as l'autre qui gagne 4 étapes, c'est compliqué. Le maillot à poids pour Giulio Ciccone, le premier maillot à poids à l'ancienne depuis 2019, du coup, le premier depuis Romain Bardet en 2019. Putain, ça fait du bien. Pogacar, Vingegaard, Pogacar. C'est bon, les mecs, arrêtez. Giulio Ciccone, très très beau maillot à poids, ça fait plaisir. Bon, j'aurais bien aimé Nelson Paules parce qu'il a presque le même prénom que moi. J'aurais bien aimé qu'il reparte avec le maillot à poids, mais quand Vingegaard il prend le maillot à poids, je me suis dit, vas-y, c'est bon, il va le ramener lui aussi. Non, merci Giulio, il a célébré pendant la 20e étape. C'était beau, franchement, merci mec. Et donc le maillot blanc pour la 4e et dernière fois pour Tadej Pogacar. Et oui, attends, il y a le prix de la combativité. Oh, faut qu'on parle du prix de la combativité rapidement. Bon, ça a fait parler, on disait oui, vu que Wout van Aert il est pas là, ça peut être que Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe, Nelson Paules. Bon, ils l'ont donné à Victor Campenaerts, très très bon coureur, il a fait des échappées. Moi j'ai aucun problème avec Victor Campenaerts. Juste ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que au micro de France Télévisions, tu sais, ils interviewent un peu tout le monde. Céline Rousseau et Thomas Vauclair, ils vont interviewer un peu tout le monde. Et ils ont interviewé Victor Campenaerts. Il était content, il s'attendait pas à gagner ça parce que il était pas au courant de l'existence de ce prix avant la genre 17e, 18e étape. C'est ton taf quand même. Le mec, c'est son travail, il est pas au courant qu'il y a ça. Il y a pas que le maillot jaune, mon frérot. Bon, après, il est belge, bon, oui, c'est belge. Donc voilà, les récompenses, puis Jumbo Visma qui finit meilleure équipe. C'était à prévoir. Et donc voilà qui vient conclure un Tour de France très très bon, très passionnant jusqu'au contre-la-montre. Du coup il y a quelques noms qu'on va retenir, forcément Jonas Vingegaard, forcément Tadej Pogacar, mais il y a des Julien Alaphilippe qui ont été dans les échappées. Je crois qu'il y a eu 10 échappées pour Julien Alaphilippe cette année, c'était assez vénère. Thibaut Pinot bien sûr qui a fait une très grosse perf, bon David Gaudu on l'oublie pas, une 9ème place quand même. Pas si mal, bien en deçà de ce qu'on peut attendre de lui, mais bon, on s'arrêtera pas sur les écarts au classement général, parce que bon, le 3ème Adam Yates, d'ailleurs Adam Yates premier podium sur un grand tour, je crois, si je dis pas de conneries, je me corrigerai au montage au pire, mais
Mais ouais, il finit 3ème à genre 8 minutes de Vingegaard. Non, plus que 8 minutes, attends, non, bien plus. En tout cas, voilà, les écarts étaient complètement abusés. Je crois que David Gaudu, il finit à 25 minutes de Vingegaard, ça n'a aucun sens. En tout cas, voilà, c'était un très bon Tour de France, vraiment j'ai kiffé. Du coup, bah, j'ai hâte d'être à la Vuelta parce que mes après-midi sont chiants, je sais plus quoi faire, moi, je m'emmerde. Voici pour en revenir aux coureurs, bah forcément, petite déception pour Romain Bardet. Je sais pas s'il aurait accroché un top 10 parce que c'était vraiment dur, on voyait qu'il était pas trop dedans, mais déçu qu'il aille pas jusqu'au bout. Franchement, la chute, je suis très déçu. Mais c'est comme ça, Peter Sagan c'est fini, Thibaut Pinot c'est fini, Tony Galopin c'est fini, Marc Cavendish c'est peut-être fini. Ouais, c'est toute une génération qui s'en va, c'est la fin d'un Tour de France, qui était en tout cas riche en rebondissements, riche en suspense. Ah, c'était cool, j'ai juste hâte d'être au Tourmalet pour le Tour d'Espagne. Et voilà qui vient conclure cette vidéo, ça change complètement de ce que je fais d'habitude, mais là j'ai eu une pulsion, j'avais envie de parler du Tour, un peu à froid après le Tour. Je pense que je vais parler des trucs qui m'intéressent en ce moment. Par exemple, là, tu vois, là, c'était le Tour de France. Bientôt, je vais peut-être faire une vidéo complète sur SummerSlam de WWE. C'est le 5 août. J'ai très hâte. On reparlera peut-être de la Vuelta. On parlera peut-être des championnats du monde de cyclisme. On va peut-être parler du Tour de France féminin. Qui sait. On va peut-être parler de football. Hein, un de ces quatre. Je sais pas. Je suis pas bon dans tout. Je suis pas spécialiste dans tout ça. Mais en tout cas, si j'ai envie d'en parler, je le fais parce que c'est vrai qu'Ego Opinion, ça me plaît bien. Mais des vidéos moins travaillées comme ça où je prends juste quelques notes et je parle plus ou moins à cœur ouvert avec ce qui me vient en tête. C'est très bien aussi et je pense que je vais essayer de continuer un peu sur cette lancée. La vidéo aura peut-être été assez longue, je suis désolé pour ceux qui sont pas fans de cyclisme. Ceux qui aiment le cyclisme, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, les spécialistes, à me corriger si j'ai pu dire des bêtises, à apporter votre œil d'expert. Ce serait très intéressant, je ne demande pas mieux. Bon, sur ce, mettez un énorme like à la vidéo, abonnez-vous en masse, abonnez-vous en peloton du coup, hein, vu que c'était le Tour de France. Et sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël. Arrivederci.